Merci. Donc merci d'abord pour cette invitation et nous donner la possibilité de quitter un peu le continent pour mettre les pieds dans l'eau ou sous l'eau. Donc je vais essayer de vous faire un petit panorama de, non pas des exploitations, elles n'existent pas encore dans les grands fonds, mais des connaissances qu'on peut avoir dans ces grands fonds, avec en gros trois articulations, un petit peu de science au début pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Dans un deuxième temps, je vous parlerai un peu de technologie, parce qu'on ne va pas, le géologue ne va pas tout seul avec son marteau dans les grands fonds. Et puis un troisième point, plus autour de la biologie, des questions d'environnement, et je terminerai par un petit peu de géopolitique. Donc, vaste programme. Donc, quelques mots sur les dépôts minéraux et les connaissances dans les fonds actuels. D'abord, je les traduis en enjeux, un certain nombre d'enjeux. Alors, bien sûr, l'enjeu scientifique. Dans les grands fonds, on travaille essentiellement sous l'angle scientifique depuis plus de 30-40 ans en France, d'un point de vue de l'exploration, en géosciences, en biologie. Comme je viens de le dire, les enjeux sont aussi technologiques pour l'exploration, mais avec l'intérêt minier, peut-être pour l'évaluation et peut-être un jour aussi pour l'exploitation. Des enjeux économiques, on en parle pas mal depuis ce matin, avec peut-être un nouveau potentiel dans les océans. Bien sûr, comme toujours, partout et de plus en plus, les questions d'enjeux environnementaux, point de vue de la biodiversité, du fonctionnement des écosystèmes. Des enjeux légaux, j'en dirai un petit mot à la fin, au niveau des zones économiques, mais aussi dans les zones internationales. Des enjeux géopolitiques, la question de diversification des sources d'approvisionnement est évoquée. L'exemple des terres rares ce matin était tout à fait révélateur de ce point de vue. Et des enjeux d'éducation, des enjeux sociétaux, qui sont aussi de faire passer un peu notre savoir du point de vue géologie, biologie, formation. C'est un petit peu ce que je suis amené à faire aujourd'hui. Donc je vais essayer de balayer, non pas en détail tous ces enjeux, mais d'en survoler quelques-uns. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser aux ressources minérales océaniques? Les océans, c'est 2/3 de la surface du globe, et les grands fonds de ces 2/3 de surface, c'est 88% du fond des océans sont supérieurs à 1000 mètres. Donc dès qu'on parle des océans, on ne parle pas forcément de la partie que vous connaissez, mais on est tout de suite, très rapidement, dans les grands fonds. Si on prenait 500 mètres, on serait à plus de 90. Donc les grands fonds, ça représente une partie importante de la surface du globe. Les grands fonds étaient surtout étudiés dans les 30 dernières années au travers d'explorations scientifiques. Donc ce qu'on y connaît est basé beaucoup sur la science, et cette exploration scientifique a permis de découvrir un certain nombre de processus qui conduisent à la concentration de métaux et de minéraux. Donc ça peut être aussi un moyen, je l'ai dit tout à l'heure, de diversifier les sources d'approvisionnement. Il y a plusieurs dépôts, alors pour diverses raisons, qui sont plutôt riches par rapport aux minerais terrestres, dont la teneur a tendance à s'amenuiser. Et alors c'est peut-être évident, mais pour l'instant on ne parle pas de faire des galeries, on ne sait pas aller sous le plancher, on est sur le plancher. Donc les dépôts qu'on connaît sont posés sur le plancher océanique. Donc il ne s'agit pas d'aller creuser des galeries dans le plancher océanique. Donc d'abord un petit peu de science. Les grands types de minéralisation dans les grands fonds, c'est quoi? C'est d'abord les nodules polymétalliques que vous voyez ici sur un fond sédimentaire. Donc ce sont des boules d'oxyde de manganèse de quelques dizaines de centimètres de diamètre et qu'on trouve à peu près à plus de 4000 mètres de fond. On a aussi deuxième type entre 1000 et 3000 mètres de profondeur qui sont ce qu'on appelle les croûtes de manganèse. Croûtes de manganèse qui se présentent sous forme d'encroûtement ici d'une dizaine de centimètres à une vingtaine de centimètres d'épaisseur et qu'on peut retrouver un peu partout dans les océans sur les substrats durs, à l'inverse des nodules qui sont sur les sédiments. Et le troisième type, ce sont les systèmes hydrothermaux, les minéralisations hydrothermales qu'on trouve associées au système volcanique entre à peu près 1000 mètres de profondeur et 5000 mètres de profondeur pour les plus profonds et qui se présentent sous forme de cheminées ici, par exemple. Je vais y revenir. Donc ces différents types de minéralisation, on les trouve où? Dans des environnements quand même contrastés, on ne les trouve pas toutes au même endroit. Les sulfures hydrothermaux, on les trouve sur les dorsales océaniques, par exemple ici le long de la dorsale du Pacifique Est, donc les zones de divergence de plaques, donc d'écartement et de formation des plaques océaniques.
On les trouve aussi en arrière des fosses océaniques, comme ici la fosse des Tonga, sur des petits systèmes volcaniques sous-marins qu'on trouve en arrière de ces fosses, donc qui sont aussi favorables à la formation de systèmes hydrothermaux. Les nodules, à l'inverse, on les trouve dans ce qu'on appelle les plaines abyssales, donc en dehors des zones volcaniques, dans les zones à faible taux de sédimentation, donc loin des continents. Et les encroûtements, on les trouve, comme je disais tout à l'heure, sur les substrats durs, par exemple sur les volcans anciens dans l'ouest du Pacifique, ici, mais on en trouve aussi du côté de la Polynésie, par exemple, pour les zones économiques françaises. Donc voilà les trois types contrastés d'environnement de ces trois types de minéralisation. Alors en termes de composition, ces minéralisations, d'abord les nodules sont constitués d'oxydes de manganèse et d'oxyde de fer principalement. Le manganèse représente à peu près 18%, le fer 12%. On ne va pas aller à 5000 mètres de fond pour chercher du manganèse, il y en a quand même pas mal à terre. Les éléments d'intérêt sont le nickel. Ici, ce sont des compositions moyennes pour l'ensemble du Pacifique, à 0,6%, et le cuivre aux alentours de 0,4%, qui se rapproche des concentrations en cuivre qu'on peut avoir dans les porphyry copper, les grandes mines de cuivre, par exemple, du côté des Andes. Sur mon diagramme, ici, je n'ai pas reporté l'oxygène, qui représente une part importante des oxydes. Pour les encroûtements, on retrouve un petit peu la même chose, manganèse, fer 20-15%, et les éléments intéressants sont en particulier ici le cobalt, qui peut représenter 0,7%, toujours des moyennes au niveau du Pacifique, donc pour les métaux de base, comme on les appelle. Pour les sulfures, c'est un peu plus varié. La grosse différence, c'est qu'il ne s'agit pas d'oxyde, mais de combinaison de métaux avec le soufre, qu'on voit ici dans les cheminées, en jaune du sulfure de cuivre. Donc le soufre qui s'associe à du fer, principalement, mais dans lequel on voit des concentrations toujours des moyennes pour l'ensemble des sites connus actuellement dans les fonds océaniques, autour de 5% de cuivre et de 11% de zinc. Donc si on fait le total cuivre plus zinc, on arrive très facilement à 15%, ce qui en ferait plutôt des minerais riches. Ceci dit, ces chiffres sont essentiellement basés sur des données scientifiques qui travaillent essentiellement sur le fond à partir d'échantillonnages en 2 dimensions. Donc ils ne sont pas du tout à prendre comme des chiffres au sens minier du terme. Alors, associé à ces métaux de base, on peut trouver associés aux encroûtements des enrichissements en platine, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs ppm de platine dans les encroûtements, du tellure, du nickel, et avec les sulfures, on peut avoir des métaux précieux, comme l'or et l'argent, qui sont assez classiques, un petit peu de plomb, du cobalt, mais aussi des métaux rares comme l'indium, le germanium, le sélénium, le cadmium, le bismuth. Je n'entre pas dans les détails. Dans les sulfures, il n'y a pas de terres rares au sens chimique du terme. On trouve un petit peu de terres rares, jusqu'à 0,1, 0,2% dans les encroûtements et un petit peu dans les nodules. Donc les localisations des sites connus maintenant de manière globale. D'abord les nodules, on les trouve, ici sont tous les gens grisés, pas mal dans le Pacifique, un tout petit peu dans l'Atlantique, aussi dans l'océan Indien. Donc on a une répartition, on les trouve finalement un petit peu dans toutes les zones où on a un faible taux de sédimentation assez éloigné des zones continentales. Les encroûtements, c'est tous les substrats durs. Donc ici, j'ai surligné les principales zones d'encroulement, par exemple l'ouest du Pacifique que je pointais tout à l'heure. Et les sulfures, ce sont tous les points rouges qu'on voit ici, à la fois sur les dorsales lentes, les dorsales rapides, Atlantique, Indien, et dans les systèmes volcaniques en arrière des arcs insulaires, principalement dans l'ouest du Pacifique. Alors, quelques questions scientifiques on se pose pour étudier ces différents systèmes. C'est toute la question de la connaissance précise des processus géodynamiques. On a vu les zones de divergence, de convergence de plaques, donc tout un processus fondamental de la tectonique des plaques. Les questions autour des cycles géochimiques des éléments, la mobilisation, le transport, la concentration, les processus de dispersion.
Donc ça s'adresse aux connaissances des processus géochimiques. Bien sûr, tout ce qui touche aux fluides, en termes de transport, de processus de concentration, de variabilité également. Donc les fluides sont un élément extrêmement important d'étude. Et bien sûr, d'un point de vue plus local, les connaissances des processus, des facteurs géologiques, de formation de ces minéralisations sur le fond. Donc là, on est dans la science et dans la connaissance, et il reste encore beaucoup à faire sur ces domaines-là. Ceci dit, on connaît quand même un certain nombre de choses sur les processus. Quelques mots sur les processus maintenant. D'abord sur les encroûtements. Donc ce sont des encroûtements qu'on qualifie parfois d'hydrogénétiques, puisque les éléments principaux viennent de l'haute mer, d'abord avec des apports soit détritiques, soit biologiques, soit même parfois hydrothermaux. Donc ici on a une coupe océanique avec un volcan par exemple sur le fond. Ces éléments, lorsqu'ils se retrouvent dans la zone de minimum d'oxygène, s'enrichissent en métaux qui, lorsqu'ils sont oxydés dans les zones plus riches en oxygène, forment donc des colloïdes sur lesquels viennent s'absorber les métaux, donc colloïdes d'oxyde de manganèse, d'oxyde de manganèse sur lesquels viennent absorber les métaux intéressants. Également pour le fer, et ces colloïdes se précipitent sous forme d'oxyde qui viennent former ces encroûtements sur les volcans sous-marins. Alors, ça se situe entre 400 et 4000 mètres de profondeur. Les croûtes, comme j'ai dit tout à l'heure, sont à peu près jusqu'à 25 cm, mais c'est une croissance extrêmement lente, de 1 à 6 mm par million d'années. Donc, processus extrêmement lent et importance de la connaissance des courants, des processus physiques dans les océans, par exemple le minimum d'oxygène et les courants. L'évaluation au sens économique du terme n'est pas faite, on a très peu de travail haute résolution sur le fond, et il peut y avoir un potentiel intéressant dans le Pacifique. Oui, on continue donc d'un point de vue de ce qui est connu actuellement en termes de concentration en cobalt, donc c'est des courbes d'isoconcentration en cobalt. On voit que les zones les plus riches en cobalt, jusqu'à plus de 2% de cobalt, se trouvent du côté de la Polynésie, par exemple. Donc des potentiels intéressants dans la zone française, dans laquelle on a pu déterminer les zones de substrat dur, donc d'anciens volcans sur lesquels il pourrait y avoir des dépôts de ce type, donc 50 000 km², qui représentent à peu près 50 millions de tonnes de cobalt potentiel, hein, ce n'est pas évalué au sens minier du terme, 5 000 tonnes de platine. Si on prend le cobalt, ça pourrait représenter plus de 500 ans de la consommation actuelle. C'est pour fixer les ordres de grandeur. Et pour le platine, ça pourrait être une dizaine d'années. Ce sont des estimations scientifiques, je dirais. Mais ça permet de caler un petit peu les ordres de grandeur. Deuxième point sur les nodules. Les nodules, c'est pareil. On a des apports dans la colonne d'eau sous forme d'activité biologique, de sédiments terrigènes et éventuellement hydrothermaux. Ils se forment à grande profondeur dans les zones de faible taux de sédimentation, en particulier en dessous de la zone de compensation des carbonates. Donc on voit qu'ici les carbonates sont en jaune. Les nodules se forment dans des zones où il n'y a plus de carbonates. Et donc par apport hydrogénétique, comme dans le cas des encroûtements, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi par des processus de diagénèse au sein des sédiments. Donc on a les deux types de processus qui amènent donc des nodules plutôt dans des grandes profondeurs, ça couvre plusieurs centaines de kilomètres carrés, avec des taux de croissance un petit peu comme dans le cas précédent qui se comptent en millimètres par million d'années. Donc processus également extrêmement lent qui implique donc des faibles taux de sédimentation. Les sources des éléments, je viens d'en parler, et l'évaluation au sens économique, elle est peut-être faite de manière très générale, mais il faut encore, je vais en dire un mot tout à l'heure, des évaluations beaucoup plus précises avec des travaux de résolution sur le fond. Donc la zone la plus intéressante se situe juste au sud d'Hawaï, entre Hawaï et le Mexique en définitive. Ici, vous avez tous les permis qui ont été distribués par l'autorité internationale dans les eaux économiques, dans les eaux internationales. Donc les concentrations dans cette zone sont plus élevées que ce que j'ai montré tout à l'heure, puisqu'on a de l'ordre 1,2% de cuivre, 1,4% de nickel et un petit peu de cobalt, avec des poids au mètre carré de l'ordre de 8 à 10 kg en moyenne. Donc ça donne 7 milliards de tonnes de manganèse, 340 millions de tonnes
de nickel, 275 millions de tonnes de cuivre pour cette zone-là essentiellement. Je rappelle le chiffre qui a été donné tout à l'heure, à peu près réserve mondiale de cuivre dans les réserves terrestres de l'ordre de 700 millions de tonnes. Donc vous voyez à peu près un tiers des réserves mondiales connues dans cette zone. Ceci dit, ça représente en termes de consommation dans cette zone-là à peu près 17 ans de la consommation mondiale actuelle. Et on pourrait faire le même exercice pour les autres métaux également. Troisième groupe, ce sont les dépôts sulfurés. Donc là, on n'est plus par un apport dans la colonne d'eau, c'est système hydrothermaux, une source de chaleur à 3 km de profondeur, des gradients très forts qui induisent pénétration d'eau de mer, convection, réchauffement, convection, perte d'éléments chimiques tels que le calcium à faible température, à moins de 160 degrés, perte du magnésium à température plus élevée, perte totale du magnésium de l'eau de mer, réduction du soufre, extraction du soufre sous forme d'H2S dans le fluide, acidification des fluides, extraction des métaux qui ressortent sur le plancher océanique sous forme des sources hydrothermales. Ici, c'est les compositions de l'eau de mer, riches en sulfate et magnésium, pratiquement dépourvues de métaux, par rapport aux fluides hydrothermaux qui sont très enrichis en métaux et appauvris en sulfate. Donc précipitation de ces sulfures, mais aussi dispersion dans la colonne d'eau par les courants. Donc principe général. Donc ces dépôts, on les trouve à peu près entre 800 et 5000 mètres. C'est des surfaces très ponctuelles, de l'ordre du kilomètre carré. C'est riche en métaux de base, mais aussi en silice, barium et éventuellement en métaux précieux. Et des dépôts, un dépôt individuel, c'est quelques millions de tonnes. On dépasse rarement les 20 millions de tonnes qui se forment. Alors là, beaucoup plus rapidement que précédemment, à peu près en 50-100 000 ans, on peut former un dépôt sulfuré. La source d'éléments, c'est la croûte océanique. Et l'exploration, on la continue. Mais les méthodes d'exploration permettent de trouver des sites actifs. Or, du point de vue minier, les sites les plus gros potentiellement, mais aussi les moins pénalisants du point de vue environnemental, sont les sites inactifs. Et il y a encore beaucoup de travail à faire pour trouver ces sites inactifs. Donc on les trouve, comme je l'ai montré tout à l'heure rapidement, dorsale lente, comme l'Atlantique ou l'Indien, dorsale rapide comme le Pacifique, le Sud-Ouest Pacifique, avec des variantes de composition qui sont liées au symbole de couleur que j'ai ici. On les trouve sur du basalte, on les trouve aussi associés à des sédiments, on peut les trouver associés à des roches du manteau, et on peut les trouver à des roches différentes dans le Sud-Ouest Pacifique. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais la nature des fluides, la profondeur, les processus physiques et la nature du substratum fait qu'on peut avoir une très grande variabilité de composition de ces dépôts. On a fait une estimation plutôt sur les rides rapides sur une zone d'1 million d'années, à peu près 20 km de large, sur ce que ça pouvait représenter en termes de ressources minérales. Donc ça peut représenter un total de 3000 millions de tonnes de dépôts, à peu près 150 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente à peu près une dizaine d'années de consommation mondiale, mais ceci étant une estimation globale pour l'ensemble des dorsales océaniques. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé les dépôts. Alors les dépôts, ça se présente comment? Ici, c'est une cheminée inactive, cassée, donc les dépôts se forment par accumulation de cheminées. Ça finit par former des monts, ce qu'on appelle les monts de sulfure massif tels que celui-là. C'est du sulfure massif inactif, dans lequel on a des produits d'oxydation. Donc ça se traduit par des monts d'une centaine de mètres de diamètre, une centaine de mètres d'épaisseur. Après, la minéralisation peut se former par remplacement du substrat en dessous. Donc c'est beaucoup plus ponctuel que les oxydes, que les nodules et les encroûtements de manganèse. Donc on a travaillé sur ces sujets depuis 30 ans, essentiellement sous l'angle scientifique. Il commence à avoir des enjeux économiques. On a un petit peu parlé, mais c'est juste pour caler un petit peu les choses dans les termes. L'industrie minière utilise des classifications. Pour l'instant, donc avec 3 niveaux, je ne vais pas entrer dans les sous-niveaux. Le potentiel géologique ou l'exploration, il n'y a pas de critères économiques. Les questions de ressources, on commence à réfléchir aux critères économiques. Et les réserves, là, on commence à réfléchir aux critères économiques et aux techniques d'extraction. On essaie de comprendre, de voir et de mener des actions pour voir si c'est rentable. Donc pour les 3 types de dépôts, d'abord, les croûtes de manganèse, on est au stade
de l'exploration. Peut-être dans certains cas, on commence à parler de ressources. Pour les nodules, les ressources, on peut dire qu'on en parle, mais on n'est pas encore au stade des réserves. Et pour les sulfures, on est encore dans l'exploration, on parle de ressources, et dans quelques cas, il y a des travaux qui ont été menés pour démontrer des réserves. Donc on est encore très positionné dans la phase amont. Alors un mot sur les technologies maintenant. Technologie, c'est quand même un enjeu important. Je vais surtout parler des technologies d'exploration. Donc technologie d'exploration, d'abord les cartographies, cartographie, bathymétrie, imagerie acoustique, la sismique, les outils de prélèvement. Ça, c'est les technologies, on dira classiques, mais incontournables pour travailler dans les océans. Pour travailler plus précisément sur les objets minéralisés, on doit passer par les engins sous-marins, soit les engins habités, soit de plus en plus les engins téléopérés, tels que les ROV, ou les engins autonomes, tels que ce qu'on appelle les AUV. Alors, ces AUV en particulier ont un peu révolutionné depuis quelques années l'approche du géologue que je suis sur le fond, à savoir que pendant presque 30 ans, j'ai travaillé avec des résolutions obtenues par le bateau qui sont des résolutions de 100 mètres. Ici, c'est le cratère d'un volcan, 5 km de diamètre, et sur lequel, bon, on est bien content, on voit bien le cratère, la caldeira, résolution 100 mètres. Mais 100 mètres, c'est à peu près la taille des objets qu'on recherche d'un point de vue hydrothermal. Mais on a travaillé avec ce genre d'objets. Les bateaux ont fait des progrès, donc même zone avec des résolutions de 25 mètres, ça on sait les faire depuis le bateau maintenant. Et depuis quelques années, on utilise les AUV que je viens de montrer pour faire des cartes, cette fois-ci haute résolution, de résolution métrique, où là on a vraiment une résolution qui est vraiment l'œil du géologue. On voit ici, c'est le fond du cratère, on voit les coulées individuelles, on voit des petits cônes d'éboulis, enfin on commence à raisonner sur des cartes comme peut le faire le géologue à terre. Et ça date d'il y a simplement quelques années, et c'est une révolution dans l'approche géologique, c'est une révolution dans l'approche si on veut faire des évaluations de la ressource, mais c'est aussi une révolution indispensable pour les questions environnementales et les questions d'impact, de connaissance du milieu. Donc voilà un petit spot. Une autre révolution, c'est pour explorer les sites hydrothermaux. Jusqu'à il y a quelques années, jusqu'en 2012 en définitive, on travaillait, on recherchait les panaches, que j'ai montré tout à l'heure, et ensuite on prenait les sous-marins et on cherchait directement les sites. Mais ça pouvait prendre plusieurs jours. Un sous-marin fait 5 km sur le fond en une plongée. Avec l'arrivée des ROV, on a possibilité de repérer la partie verticale du panache, que j'appelle le chaînon manquant de l'exploration, qui nous permet de trouver les sites non plus en 4-5 jours, mais en 4 ou 5 minutes. Et je vais vous montrer un exemple. Ici, c'est une carte faite par l'AUV, 70 mètres au-dessus du fond, microbathymétrie à résolution de 100 mètres, une faille, et ici, la colonne d'eau, et on voit le panache, cette partie verticale, ce chaînon manquant. Quand vous travaillez pour l'exploration, vous y allez directement, vous ne perdez pas de temps. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain énorme pour l'exploration. Donc c'est deux points de technologie que je voulais vous montrer. Et pour terminer le dernier point, quelques mots sur la biologie quand même. Alors la biologie, le côté intéressant, c'est qu'on explore des zones totalement inconnues, mais en même temps, on mène des actions de biologie, d'études de l'environnement. Donc on n'est pas, on trouve une ressource et on va se préoccuper d'environnement. Non, on mène les deux de front. Les biologistes sont avec nous dans les phases d'exploration. Donc le premier étage qui est commun, c'est toute la cartographie, beaucoup pour la biologie par engin sous-marin, donc cartographie, bathymétrie, imagerie acoustique, mais aussi des mosaïques d'images sur le fond, comme ici. Donc ce sont des photos qui permettent, ici sur cet exemple, on a pu cartographier chaque anémone sur le fond dans un site hydrothermal, donc corréler la biologie avec la carte géologique. Ici, c'est une carte de contourage de la faune d'anémone, pour juste un exemple, qui a été fait sur un site hydrothermal. Donc on travaille ensemble et on essaie à la fois de caractériser les cycles du point de vue géologique et environnemental dans les mêmes opérations. Donc c'est le premier étage de la biologie. Deuxième étage, c'est de comprendre le fonctionnement des écosystèmes, comprendre le fonctionnement des écosystèmes actifs. Il y a pas mal de travaux qui sont faits, qui se poursuivent, mais il y a aussi beaucoup de travaux à faire pour comprendre le fonctionnement, les écosystèmes inactifs, qui sont beaucoup moins exubérants du fait qu'il n'y a plus les fluides, qui sont le moteur de l'énergie.
Donc description, étude de ces environnements, du point de vue des différentes caractéristiques, les fluides, la géologie, et de voir un peu est-ce que l'un peut avoir une influence sur l'autre. Donc là, il y a pas mal de travaux à faire, et également des travaux de modélisation de ces écosystèmes. Troisième étage, c'est comprendre la dynamique de ces populations, donc à la fois les systèmes actifs, les systèmes inactifs, donc en faisant de ce qu'on appelle du time series, plusieurs années d'intervalle, on vient revoir les sites, on regarde comment ils évoluent, mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi faire du monitoring, c'est-à-dire faire des enregistrements continus. On développe des techniques de monitoring de ces environnements, donc qui sont pour la connaissance scientifique, mais qui pourront servir également en cas d'exploitation de ces sites actifs inactifs. Et le dernier étage, c'est la connectivité entre ces sites, comprendre par la génétique les relations qu'il peut y avoir entre ces systèmes, en particulier pour les systèmes hydrothermaux qui sont souvent isolés, connectiques, par la génétique, mais ça ne suffit pas, il faut aussi étudier la dispersion des larves d'un site à l'autre. Donc tout ça, ce sont des vastes programmes qui pourraient se détailler, et j'arrive à mes deux dernières diapositives. Les dernières considérations sont d'ordre à la fois juridique, mais aussi géopolitique, et en particulier pour les eaux internationales, la Convention de Montego Bay, donc, qui a été ratifiée par 155 pays, qui sont tous ici en vert, certains comme les États-Unis sont juste observateurs, et qui légifère pour attribuer des permis d'exploration pour l'instant sur ces sites. Actuellement, les permis d'exploration, ici nodules, je les ai montrés tout à l'heure, l'Inde et toute une série de permis du côté de la zone intéressante du Pacifique. Plus récemment, c'est-à-dire depuis 2010, des permis, la France, la Russie dans l'Atlantique, donc sur les dorsales, sur les zones hydrothermales. La Corée, l'Allemagne a signé son permis le mois dernier, l'Inde, la Chine dans l'océan Indien. Pour les encroûtements, des permis ont été attribués ou sont en cours d'attribution pour le Brésil, pour la Chine, pour l'Inde, pour la Russie, dans différentes zones. Donc depuis 2010, 19 nouveaux permis dans les eaux internationales ont été attribués. À côté de ça, il y a des permis dans les eaux économiques des États, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais qui font l'objet de 2 permis d'exploitation, cette fois-ci, à la fois du côté de la Papouasie et du côté de la mer Rouge. Voilà, merci de votre attention, de différentes facettes océaniques.